Salut JB. Salut Loris, Merci d'avoir accepté l'invitation avec plaisir. au podcast. Donc moi j'ai regardé un peu, je t'ai découvert à travers une publication de Marvin Gaye. Donc j'ai vu que tu avais participé à son accompagnement, etc. Et puis j'ai regardé un peu ce que tu faisais sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu étais assez technique dans la matière, tu avais pas mal de connaissances, c'était assez poussé ce que tu proposais en termes de contenu. Euh, et est-ce que tu pourrais te présenter toi en quelques mots pour mon audience qui ne connaît pas forcément JB? Pas de problème. Moi c'est Jean-Baptiste Roger, donc j'ai 26 ans. Et c'est vrai que je suis dans le contenu depuis très longtemps. À la base, j'accompagnais des créateurs de contenu directement, comme des gros youtubeurs, plusieurs millions d'abonnés, ou des marques, quand j'étais encore en formation. Puis ensuite, j'ai eu ma freelance, j'ai monté mon agence de contenu, mon studio de podcast, et aujourd'hui, on installe des studios chez nos clients. Donc on est vraiment une solution 360 en termes de production de contenu et stratégie, mais on est majoritairement focalisé sur l'organique. Et j'essaye, à travers mes vidéos quotidiennes, de partager un peu le quotidien de ce qu'on apprend du marché qui évolue tout le temps, un peu de valeur ajoutée pour que mes clients puissent apprendre quelques trucs, et puis mon quotidien d'entrepreneur, quoi. Ok, et intéressant. Et du coup, toi, tu as un studio de podcast, comme tu l'as dit, et tu en installes aussi de manière éphémère. Non, Ou- de manière totalement long terme. On ok, va installer des studios directement chez des clients grands comptes, des grands groupes qui vont avoir une pièce de 20 ou 30 mètres carrés qu'ils ont chez eux, ou des créateurs de contenu, des youtubeurs, des marques médias, des choses comme ça, qui veulent leur branding, leur marque, etc. Et qui ont besoin d'une boîte qui a les reins solides derrière pour pouvoir tenir un gros rythme de production et de publication. Et donc, c'est cette dualité de agence de production d'installation de studio qui est la grosse valeur ajoutée de ma boîte. ok. Donc après tu gères donc de A à Z de l'organisation du studio de podcast jusqu'à la publication de contenu sur les réseaux sociaux C'est des ça. clients. Aujourd'hui, c'est-à-dire même avant, on va même démarrer à l'audit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà un état des lieux. On va pouvoir démarrer de ce qu'ils ont déjà, les contenus qu'ils ont pu déjà essayer. Des fois, ça marche très bien. Il y a des comptes qui arrivent avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés et qui disent j'aimerais faire encore plus. Et donc, et puis des fois, il y en a qui démarrent avec rien du tout. Et donc, on vient faire cet audit-là. Une fois qu'on a fait l'audit, on va sûrement faire des prestations de test. Ces prestations, le but, c'est qu'elles soient pas trop chères, juste pour pouvoir avoir un peu de volume. Avec ce volume, on va récupérer de la data. Et avec ces premières sources de data, que ce soit des data humaines avec des gens qui disent super, je deviens client chez vous, j'adore tes contenus, ou des likes, des partages, etc. Ensuite, on peut crafter ensemble toute une stratégie de vraiment long terme de quels sont les leviers qui fonctionnent le mieux, sur quoi on peut appuyer et pendant combien de temps on peut accompagner les gens sur la production, la diffusion, la stratégie de contenu, etc. de manière globale. Ok, et donc toi tu dis que tu fais une audit en amont, donc après ça se passe pas forcément en studio, tu peux aussi avoir d'autres types de contenus qui fonctionnent. Et comment tu fais? Est-ce que tu proposes à tes clients d'avoir une stratégie en général plutôt hybride avec plusieurs contenus? Comment ça se passe? Eh bien, nous, on essaye de leur proposer des choses qui sont peut-être un petit peu en dehors de leur cadre ou de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Il y a certains formats qu'ils vont adorer faire et qui vont pas forcément être super performants. Et il y a des formats qui pourraient être très bien performés, mais qui vont peut-être être un peu relous à faire pour eux ou un peu en dehors de leur zone de confort ou va falloir un peu se pousser. Et puis, il y a une espèce de petite zone de génie avec des choses qui sont faciles à produire pour eux et qui performent correctement. Et donc, c'est de faire un ratio correct entre ces trois options-là. Des choses où on va leur dire, allez, on essaye un, on sait que ça vous plaît pas, mais si les stats sont énormes, peut-être qu'ils seront OK de mettre leur mouchoir par-dessus parce que c'était un peu relou à tourner, mais les stats sont tellement bonnes que ça vaut grave le coup. Et il y en a certaines où on dit, allez, dans le calendrier, on vous en met 5 ou 10%, c'est pour vous faire plaisir, lâchez-vous, on s'en fiche des stats, parce qu'il faut quand même prendre plaisir à créer du contenu. S'il n'y a pas cet équilibre-là, on teste pas assez de nouveaux formats, on prend pas assez plaisir à créer du contenu, mais quand même, on a un gros 80% au centre qui est un bon équilibre et qui apporte de la valeur aux clients pour ses différents objectifs. Que ce soit du recrutement, de la visibilité, de la création tout simplement d'une marque personnelle ou d'une marque média, le développement d'une communauté pour des créateurs de contenu, peu importe l'objectif, la génération de chiffre d'affaires, de leads, l'amélioration du taux de closing, peu importe. Et c'est vraiment ce 80%. L'objectif, c'est d'arriver à toucher l'objectif du client pour ça. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Quel est ton moteur? Quelle est ta source de motivation? Aujourd'hui, moi, j'avais
comme objectif d'atteindre un certain chiffre d'affaires, un certain nombre de personnes dans l'équipe, une certaine typologie de clients et on l'a atteint. Donc c'était assez génial. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai pris l'accompagnement de Marvin. C'est que on est arrivé à un stade où il n'y avait pas de carotte ni de bâton devant moi. J'avais pas d'objectif où je me dis tiens, j'ai envie d'aller là. Et j'avais pas de bâton ou d'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui m'obligeait à y aller non plus. Donc je manquais peut-être un peu de vision ou de chemin stratégique ou vers quoi aller. Et donc aujourd'hui, j'espère aspirer à une entreprise qui va faire quelque chose comme accompagner des grands comptes sur leur stratégie médiatique au national ou à l'international, pouvoir avoir une équipe peut-être de 25 ou 30 personnes. Et ce qui me motive, c'est de pouvoir recruter des gens que j'adore, continuer à travailler dans mon domaine d'activité que j'adore et avec des clients chez qui on peut aller générer des résultats. J'ai pas de chiffres en tête, j'ai pas un jour quand ma boîte fonctionnera et tout. Aujourd'hui, j'ai la chance que tout ça ce soit déjà derrière moi et que ce soit déjà acquis. Et donc, j'ai plus envie de te dire, ce qui me motive, c'est de préserver l'existant, de préserver ce noyau, ce cœur super cool de personnes dans mon équipe, de clients, de résultats qu'on leur apporte, et de continuer à le faire grossir, mais avec la sécurité de ne pas faire d'erreur, pour ne pas avoir à virer personne, pour ne pas avoir à avoir des avis une étoile parce qu'on n'a pas pu servir tel ou tel client. C'est préserver cette croissance grandissante et préserver cette équipe-là, c'est mon gros motivateur, c'est de ne pas faire de bêtises aujourd'hui. Ok. Et là, je vais te poser une question un peu plus perso. Du coup, si toi, tu étais agent immobilier, marchand de biens ou dans la branche immobilière, comment tu t'y prendrais pour essayer de faire du contenu qui plaise à un audimat? Est-ce que tu as déjà eu de l'expérience et des retours là-dessus? Est-ce qu'il y a peut-être des coûts à maîtriser qui sont à prendre en considération? Quelle est ta vision des choses sur ce marché-là? Je pense que pour un agent immobilier qui démarre ou qui démarre dans le contenu, en tout cas, une des premières choses que je ferais, c'est de d'abord beaucoup clarifier son positionnement sur sa page Instagram ou sur sa page LinkedIn avec vraiment un profil nickel, c'est-à-dire photo de profil ultra claire où on voit bien le visage, une bio très claire qui mentionne le domaine d'activité, peut-être les spécialités, le lieu, la zone d'action, peut-être même un numéro de téléphone directement dans les boutons Instagram pour appeler ou un email pour contacter, des stories mises à la une avec vraiment des choses concrètes, peut-être des ventes ou des explications ou des questions récurrentes qui peuvent venir. Et ensuite, les 3 pins tout en haut du profil, les 3 posts épinglés, où là, on a besoin de raconter son histoire, qui on est, pour vraiment créer du lien. Peut-être raconter une anecdote pour peut-être avoir un petit peu plus de confiance ou montrer que la personne est sur le terrain. Et peut-être un carrousel spécifique avec toutes les actions que cet agent peut faire. Une fois que ça c'est fait et que ça c'est propre, là ensuite on peut commencer à investir dans du contenu, à aller dans des studios de podcast, peut-être lancer un podcast, interviewer des clients, faire déplacer des vidéastes, etc. Avant ça, c'est pourquoi pas. On peut commencer à développer et essayer du contenu, mais il ne faut pas mettre trop de budget dessus. Peut-être démarrer avec votre iPhone, un outil comme CapCut et faites une vidéo par semaine, évidemment. Mais d'abord, il faut que le réceptacle de toute cette nouvelle audience que vous allez acquérir soit propre et clean, parce que sinon vous allez faire des efforts et ils vont pas convertir ou ils vont pas savoir comment acheter et ou ils vont pas avoir suffisamment d'éléments pour vous donner leur confiance. Et ça, c'est un gros manquement pour des professionnels, c'est d'avoir l'impression que juste la visibilité en elle-même apportera des gens dans le panier tout au fond du funnel. Mais en fait, s'il manque une brique, si le funnel il est comme ça et qu'à la fin il y a juste le panier d'achat, 80% des gens vont tomber dans le vide entre les deux et ne jamais finir vraiment à l'achat ou donner un mandat ou quelque chose comme ça pour les agents IMO. Donc on va attendre un peu avant de sortir le podcast, histoire que tout soit clean. En tout cas, je t'invite effectivement, si c'est ton cas, à vraiment clean up tout ça, histoire d'avoir... mais ça prend vraiment pas longtemps, c'est-à-dire que tu demandes à ChatGPT de te faire ou à Claude un carrousel, tu reprends le temps de prendre un selfie avec ton iPhone, une petite vidéo qui te présente en disant qui je suis, tu la mets en épinglé, et c'est déjà propre. Les stories à la une peut-être un peu plus tard, mais au moins déjà, de quoi te contacter, un profil propre qui donne confiance. Si vous êtes un professionnel, vous prenez la petite certification à 10 balles par mois, ça coûte rien du tout, ça rapporte un sentiment de preuve et de vérification supplémentaire, et ça permet d'avoir vraiment un profil clean. Même s'il n'y a que 5 posts sur le compte,
Si le profil est clean et bien enregistré avec une petite tic et tout ça, ça déjà, c'est une très grosse augmentation de gens qui vous découvrent via les réseaux et de gens qui passent à l'action via les réseaux. Et là, vous allez avoir des MP, vous allez avoir des DM, des demandes de rendez-vous via le lien dans la bio et tout ça. Ok. Et j'ai vu, du coup, techniquement, tu es très fort, tu as accompagné plein de clients, des gros youtubeurs, etc. Et j'ai vu que tu étais aussi vachement. Tu avais toute une réflexion par rapport au coût que pouvait avoir la création de contenu. Tu as toute une réflexion là-dessus. Et toi, tu recommanderais peut-être de pas trop investir au début, d'y aller vraiment par parcimonie et de voir en fonction de l'évolution de son chiffre d'affaires pour pouvoir réinvestir au fur et à C'est ça. mesure. En tant que professionnel libéral, agent immobilier, médecin, docteur, ce genre de profession un petit peu plus indépendante ou artisan, il n'y a pas besoin de se dire, allez, cette année, on va créer une marque médiatique autour de ma boucherie. Ça, c'est lourd en investissement. C'est quand même un pari qui peut ne pas se solder par une très grande réussite. Il y a beaucoup de gens qui essayent. Déjà, prendre un iPhone 9 avec une licence CapCut et 1 heure par semaine pour faire 1 ou 2 réels, c'est déjà un très bon démarrage. Avec ça, vous allez pouvoir, au bout de 10 semaines, avoir un peu de data. Et une fois que vous avez un peu de data, vous pouvez vous dire, allez, j'essaye, je prends 1000 euros de montage et c'est moi qui fais les tournages. Ça, c'est le mieux en termes de rendement. Et puis ensuite, vous allez vous dire, allez, je vais payer quelqu'un pour les tournages ou aller dans des studios pour les tournages et je vais continuer à développer au niveau du montage plus de volume. Parce que là, dans une interview comme on va faire aujourd'hui, tu pourrais sortir 100 capsules courtes, des miniatures et tout un paquet de formats différents. Si on parle de 3 fois le sujet de boulangerie, tu pourrais faire une vidéo YouTube de 10 minutes en disant top 3 des conseils pour les boulangeries. Et même de l'interview d'1 heure, tu pourrais ressortir plein de vidéos de 15 minutes. Et ensuite, plein de vidéos de 30 secondes. Bref, c'est infini. Ensuite, tous les carousels en texte, tous les postings in que tu pourrais sortir. Donc en fait, ce que tu as besoin au début, c'est de créer un peu de contenu. Ce que tu as besoin ensuite, c'est de continuer à créer la même quantité de contenu, mais que ce soit pas toi qui fasses la prod en termes de montage. Et après, là, tu vas continuer à tourner de plus en plus de choses, mais vu que tu auras un bon retour sur investissement, tu pourras mettre encore plus de budget en post-production, que ce soit en montage, en texte, en community management, pour extraire le plus de valeur possible. Parce qu'une interview comme ça, si on sort que 3 capsules, t'as pas extrait toute la valeur ajoutée possible de l'investissement de tournage que tu as pu faire. Et donc, d'abord, démarrer vraiment par je tourne moi-même, je monte moi-même, je publie moi-même. Et une fois qu'on a ça, on sait ce qui nous plaît le plus et on garde au final quasiment que le tournage jusqu'à un terme à arriver comme des profils comme Marvin qui prennent un cadreur à temps plein et tu filmes en permanence, tu vois. Ok, et c'est intéressant. Du coup, effectivement, je vais peut-être revoir un peu ma stratégie. Mais ça dépend de quel type de budget tu as, quel type Oui. d'investissement tu as envie de faire. Tu vois, il y en a aussi d'autres qui veulent, par exemple, on a une marque média qui est venue nous voir en disant, voilà, on a atteint tel type de résultat, on voudrait passer à un niveau supérieur, on a tant de trésorerie, on est prêt à investir pendant 6 mois. Et là, ils vont vraiment faire un pari d'investissement de la même manière que tu te dirais, je vais lancer une nouvelle boîte. Je vais investir dans une nouvelle mini-pelle pour lancer une nouvelle activité de BTP. Et bien c'est pareil, je vais lancer une nouvelle marque média qui va me permettre de faire ça. Et donc, est-ce que tu es prêt à faire cet investissement ou alors est-ce que tu es plutôt de te dire, je vais mettre 1000 euros, je vais attendre que ça me régénère 3000 et je vais construire ma marque personnelle au fur et à mesure. Et il y en a qui se disent, non, je vais mettre 200 000 euros cette année, je les investis tout de suite et on fait un pari, je veux que cette année ça explose. Ça dépend des différents entrepreneurs, ça dépend des profils, ça dépend des budgets et ça dépend des ambitions aussi. Si t'as pas envie de faire un concurrent de Netflix, t'as pas forcément besoin, en tant que marque média, d'investir 10 millions d'euros cette année. Tu peux commencer à 5 000 euros par mois et monter à partir de là, tu vois. Ok, moi j'étais plus dans une tranche. Après, on va pas parler de mon cas personnel pendant 40 ans, mais j'étais plus dans une tranche, vouloir investir un petit peu et voir si ça pouvait progresser. Mais effectivement, le faire step by step et développer peut-être soi, c'est peut-être quelque chose qui est peut-être plus intelligent. On connaît peut-être mieux son audience, on voit peut-être mieux les choses qui marchent pas. On est peut-être plus au centre de. T'es pas obligé de tout déléguer tout de suite. Tu vois, par Ouais. exemple, là, toi, tu as décidé de déléguer le tournage et le montage. Ouais. Je t'invite à garder la publication pour pouvoir avoir les retours clients, les MP, les premiers signes de notification qui remplissent ton téléphone et ce genre de petites choses-là Ouais. pour ensuite voir quel format marche le mieux, pour améliorer tes interviews. En fait, c'est un cercle vertueux et il faut le lancer d'une manière ou d'une autre. Si tu te disais la technique, c'est pas pour moi, je veux pas gérer ni caméra ni montage,
et que tu as un peu de budget et que tu souhaites le faire, pourquoi pas? Si tu te dis j'ai vraiment zéro budget, tu peux quand même démarrer ce cycle vertueux avec rien du tout. C'est plutôt ça que je voulais dire. Ok. Et moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'avec tout ce que tu sais, t'es une audience qui est globalement faible par rapport à ce qui peut. On n'est pas, on n'est pas là pour se comparer ou quoi, mais ton audience, elle est globalement faible par rapport à tout ce que tu sais. J'ai l'impression que t'es une vraie pépite. J'ai l'impression que quand on va sur ton compte, c'est une vraie source de valeur ajoutée. Et j'ai l'impression que ton audience, à côté de ce que tu sais et ce que tu as en connaissance, elle est globalement faible. Comment tu l'expliques? Déjà, c'est très gentil. Comment je l'explique? Une des premières choses qu'on a faites, c'était de vouloir être présent sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, j'ai posté tous les jours pendant plusieurs années au début de la boîte, et aujourd'hui, je suis monté à 6000 abonnés sur LinkedIn. Donc c'est une très bonne audience pour LinkedIn, et c'était ça mon premier canal. Ensuite, je me suis dit, maintenant qu'on a des clients, je vais leur prouver que on peut créer un compte TikTok et qu'on peut les accompagner sur TikTok. Donc j'ai créé mon compte TikTok, je suis monté à 20 000 abonnés sur TikTok, et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous voir sur TikTok en disant ah, il a pu le faire pour lui, il va pouvoir le faire pour nous. Et donc de ça, ça nous a rempli des carnets de commandes. Ensuite, on a commencé à faire des podcasts. J'ai fait un podcast en mon nom, j'ai fait 21 épisodes pour pouvoir montrer aux clients qu'on peut les accompagner sur leur podcast. Il est monté top 3 des podcasts en technique qui s'appelait Almost Human. J'avais pris un domaine d'activité que je connaissais pas et j'ai invité des experts pour m'expliquer et me vulgariser l'intelligence artificielle. C'était incroyable. Et une fois arrivé à ce pinacle-là, j'étais content et ça nous a permis d'avoir des preuves à montrer aux clients qu'on était capable de les accompagner. Donc je faisais pas ça pour me bâtir une audience, mais plutôt pour me bâtir un portfolio et des preuves réelles de clients ou de réalisations qui pourraient servir à des clients. Et maintenant, en ce moment que la boîte grossit, j'ai pu embaucher des personnes, on va pouvoir enfin avoir un petit pôle de communication dédié dans ma boîte avec une community manager, un monteur dédié à mes contenus. Ben là, tu vois, ça fait 8 mois qu'on publie quotidiennement sur mon compte Instagram. Donc je suis passé de 0 à 2500 abonnés en quelque chose comme 8 mois. On est aussi en train de lancer ma chaîne YouTube. On a publié peut-être 2 ou 3 vidéos YouTube et ça va se faire sur les 5-10 prochaines années aussi. Le plus long terme, c'est YouTube. C'est souvent un des derniers trucs qui est fait parce que c'est le plus cher et le plus coûteux. Une vidéo YouTube, ça coûte 10 fois plus cher à produire qu'un short. Et puis, il faut en faire toutes les semaines. Et puis, il faut en faire pendant 2-3 ans pour enfin avoir une audience de 1000 abonnés. Et donc, c'est beaucoup d'investissement sur YouTube. Donc, c'est pour ça que je le fais en dernier. Et donc, en fait, ce que j'essaye vraiment de faire, c'est de faire au fur et à mesure, plateforme par plateforme, et montrer et commencer à bâtir une espèce de pile de preuves que je pourrais sortir en disant « Ah, vous ne croyez pas pour TikTok ? J'ai ça. Ah, pour les podcasts ? Ah, bah j'ai ça aussi. » Et là, aujourd'hui, on est en train de bâtir Instagram. Et peut-être dans 2-3 ans, on bâtira un peu plus YouTube au fur et à mesure. Ok. Et donc, toi, t'as une vision des choses qui est quand même vachement business. Selon toi, un entrepreneur qui déciderait de ne pas utiliser les réseaux sociaux versus un entrepreneur qui utilise les réseaux sociaux, est-ce qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui se trompe totalement? Je pense que, est-ce qu'il y a un entrepreneur il y a 50 ans qui a dit « Moi, j'utiliserai absolument pas Internet », il y en a certainement qui ont dit ça et qui se sont dit « Non, Internet va rendre le papier, Internet va être débile, le papier c'est toujours mieux, etc. » De la même manière, déjà dans les années 1700-1800, il y avait des articles de journaux, je pourrais te envoyer la ref, c'est incroyable. Je ne sais plus quel auteur disait de Zola « Ah, mais c'est un auteur contemporain, ne laissez pas vos enfants lire ses livres à lui, ils vont les abrutir. » C'est-à-dire que tu étais auteur classique, tu disais déjà que les auteurs contemporains allaient t'abrutir. Ensuite, tu étais dans le papier, tu disais qu'Internet, ça allait être nul. Aujourd'hui, il y en a qui disent « Maintenant, moi, je suis dans l'email et les réseaux sociaux, c'est nul. » C'est toujours comme ça, il y a toujours ces cycles-là. Et c'est là aussi où il y a le plus d'opportunités. C'est est-ce que ça vaut le coup? Personne ne peut le dire. Moi, je peux essayer de te mentir, te prêcher ma parole, te dire oui, ça vaut grave le coup et tout ça. Aujourd'hui, on n'a pas 50 ans de recul sur les réseaux sociaux. On en a à peine 10 ou peut-être 15. Et je pense que ça, c'est un pari qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est plus un grand risque d'être sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur. Par contre, ça apporte des millions d'opportunités. Moi, aujourd'hui, 100% de mon chiffre d'affaires vient des réseaux sociaux et des recommandations sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram. Mon compte Instagram avec 2000 et quelques abonnés me génère beaucoup plus de chiffre d'affaires que peut-être la moyenne des influenceurs qui ont entre 500 et 1 million d'abonnés aujourd'hui. Donc une audience d'1 million d'abonnés, ça peut être très bien, c'est une belle marque médiatique, tu vas avoir des partenariats de marque, mais ça fait pas beaucoup de chiffre d'affaires.
Un entrepreneur avec un ticket moyen entre 2 et 15 000, comme on peut avoir nous, avec une audience de 2000, peut générer bien plus de chiffre d'affaires qu'un influenceur qui a 500 000. C'est pour ça que de viser une audience énorme, c'est pas forcément bon. Ou alors tu crées un média pour faire un truc fun, pour inspirer les entrepreneurs, pour viser 1 million d'abonnés et leur vendre peut-être des petits événements cool ou des festivals, etc. Ou une app de coworking ou des trucs à 30 euros. Ou alors, tu es un entrepreneur avec une offre, que ce soit agent immobilier, agence de com, et tu te dis, moi, je vais gagner sur un client, sur son lifetime value, sur l'entièreté de sa durée de vie, peut-être 50 000 euros. Moi, j'ai pas besoin d'une audience d'1 million d'abonnés pour gagner des centaines de milliers d'euros et des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, je veux effectivement augmenter, je suis dans ce petit paradoxe-là de savoir à quel point je dois augmenter mon audience pour avoir de la preuve sociale, pour montrer à mes clients que je fais les choses bien sur les réseaux et que moi aussi j'ai généré des résultats qui sont stylés avec plein de dizaines de milliers d'abonnés ou des centaines de milliers d'abonnés. Et en même temps, moi, une audience avec des centaines de milliers d'abonnés, elle n'est pas suffisamment qualifiée pour le directeur marketing qui a un budget de 100 000 euros cette année, qui veut investir pour lancer un podcast pour son grand compte international ou son groupe européen, etc. Ça m'intéresse pas. Il y en a pas 300 000 des profils comme cela. Donc, je n'ai pas envie d'aller chercher cette pocket-là. Donc, je suis un peu dans cet entre-deux de savoir à quel point j'augmente mon audience pour la crédibilité et à quel point je la garde précise et au scalpel, comme tu disais, pour le chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'il y a certainement un juste milieu. J'espérerais arriver aux alentours de 17 000, 23 000 abonnés, chiffre un peu sympa qui permet la crédibilité et suffisamment de volume pour les deux, sans avoir non plus 150 000 DM qui arrivent tous les jours de gens pas qualifiés. Parce qu'après, tu es obligé d'avoir des setters, tu es obligé d'avoir des closers, tes pipelines de leads, elles sont énormes, tu peux dire oui à personne. C'est un autre problème. Tu te crées un nouveau problème en faisant ça aussi. Ok. Oui, toi, tu as accompagné beaucoup, d'entrepreneurs différents ou de créateurs de contenu différents. Et tu as dû en voir certains abandonner. Qu'est-ce qui a fait que certains ont abandonné? C'est le manque de résilience? Est-ce qu'il y en a qui ont tenu longtemps et ça n'a jamais fonctionné? Tu as dû voir plusieurs types d'échecs, entre guillemets. Et qu'est-ce que t'en retiens? Quand tu dis créateurs, c'est des personnes qui ont essayé de créer du contenu, Oui. ou vraiment des créateurs de contenu en mode genre Michou, Inoxtag, des youtubeurs quoi? Non, quand je dis créateurs de contenu, c'est des personnes qui ont essayé de créer du contenu. Ouais. Donc des profils qui ont essayé, on en a vu énormément. Après, il y a plusieurs choses à cet essai-là. Par exemple, on a une architecte d'intérieur qui était venue au studio, qui a pris un pack d'accompagnement, lui a fait ses formats courts, on a fait sa stratégie, ça a très bien fonctionné. Elle a généré, avec un investissement, je crois, de 1 800 euros, elle a généré plus de 14 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Donc elle était ravie, elle a repris un deuxième pack, elle a généré 5 000 avec le deuxième pack, donc sa moyenne de rendement est aux alentours de x5, x6, elle était trop contente. Et puis ensuite, son activité s'est arrêtée. Et donc, elle s'est dit, est-ce que je continue à créer du contenu pour promouvoir ma marque personnelle et la conserver dans mes prochaines activités ou dans mes prochains jobs ou mes prochaines aventures, ou est-ce que j'arrête ça avec l'activité? Et donc ça, c'est un des gros facteurs de l'arrêt ou de l'échec de création de contenu, c'est est-ce qu'on lie la création de contenu au projet ou est-ce qu'on lie la création de contenu à la personne? Donc si parfois tu le lis au projet, des fois le projet s'arrête, tu te mets avec un associé, tu lances un podcast, tu veux lancer un podcast, tu crées un nom, tu crées un logo, tu crées un site web, tu crées des invités, et puis ensuite peut-être que le podcast s'arrête. Ça, du coup, des fois juste la logistique de la vie est très dure, et la première chose qui saute, c'est le budget marketing. Donc ce type de projet-là, effectivement, la création de contenu peut s'arrêter assez rapidement, sans que ce soit un problème de stats, sans que ce soit un problème de résultats, ou sans que ce soit un problème de budget ou quoi que ce soit. Et la deuxième chose, c'est d'essayer de se créer une marque personnelle qui survivra à tout. Aujourd'hui, quand, je sais pas, David Beckham, il arrête de faire des parfums pour partir dans un autre truc, il n'a pas perdu les investissements qu'il a mis dans sa marque personnelle, il l'a gardé avec. Quand Inès de la Fressange, elle quitte et qu'elle vend son nom et sa marque personnelle énormissime, elle perd pas toute la visibilité qu'elle a bâtie pendant une dizaine d'années. Et donc ça, c'est des exemples qui permettent de voir aussi pourquoi est-ce qu'on crée du contenu. Est-ce qu'on crée du contenu pour devenir médiatisé et permettre à
tous ses projets de vie de pouvoir fleurir avec soi, mais c'est aussi un risque parce que du coup on s'expose, c'est beaucoup plus lourd de parler en tant que Jean-Baptiste Roger plutôt que de dire Pilea Agency, faire un carrousel avec un logo avec la tête de personne. Forcément, c'est plus lourd avec ça, mais par contre aussi, bah, tu l'emportes partout. C'est-à-dire que tu avais une super marque personnelle parce que tu étais, je pense à un exemple, une boîte comme Lemlist, une personne comme, je me souviens plus de son nom, je vais reprendre l'exemple. Dans l'entreprise de Lemlist de Guillaume Houbèche, il avait une top fille au marketing qui était exceptionnelle, qui créait du contenu de manière quotidienne, et elle a créé son contenu de manière à créer une marque personnelle pour elle-même. Et quand elle a quitté Lemlist en bon terme, ça s'est bien fini, elle est partie. Et ben en fait, elle est repartie avec sa marque personnelle et tous ses abonnés, toute son audience, tout ce qu'elle avait bâti. Et ben ensuite, derrière, elle a juste fait un message en disant je recherche des opportunités, et elle a retrouvé facilement. Donc, ça lui a permis de lancer son projet entrepreneurial derrière. Donc ça, c'est le gros mix d'abord de savoir pourquoi et quel type de contenu tu crées. Est-ce que c'est un contenu lié à ton nom ou est-ce que c'est un contenu lié à un projet, quoi. Ok, intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément un échec. Ça peut être une fin de projet ou autre. C'est pas forcément. Ah oui, quel est le projet le plus fou auquel t'es participé? Quelle est l'idée, le projet le plus dingue que t'aies fait, que ce soit en montant ou le type de projet ou quelle est l'idée que t'as accompagnée qui était la plus farfelue? Je crois que l'idée la plus farfelue qu'on a accompagnée, je pense que c'était l'assureur Stello qui avait décidé de mettre des entrepreneurs dans un avion et de sauter d'un avion en parachute pour montrer que l'entrepreneuriat c'était un saut dans le vide, etc. Et en fait, peu importe si la campagne était drôle ou pas ou réussie, nous c'était assez fun parce que déjà les rushs étaient drôles, tout le monde était stressé, tout était filmé en live et nous on devait monter pendant qu'ils étaient dans l'avion, pendant qu'ils étaient en train de sauter et pendant qu'ils atterrissaient pour que 5 ou 10 minutes après le fait que leurs pieds soient touchés, les rushs étaient envoyés à nos monteurs et tout le vlog de la journée était en train de monter et dès qu'on avait le dernier rush, on le mettait en exporté, on publiait. Et donc on avait, je crois, 3 monteurs dédiés à temps plein sur la journée qui ont démarré vers 5h du matin et qui ont certainement fini vers je sais pas, peut-être 19h ou 20h, parce qu'il devait avoir une douzaine d'entrepreneurs qui devaient sauter de l'avion. Donc ça, c'était une sacrée journée où on s'est dit, ok, vraiment, le projet est fun, la logistique est folle derrière, et nous, bah, il y a de la pression, des attentes, des délais courts, c'est que des entrepreneurs qui étaient connus, très visibles, donc il faut pas que la qualité, elle en pâtisse non plus. Ça, c'était un projet super cool, tu vois. Ok, top. Ouais, ça a dû être une sacrée expérience. Vous étiez beaucoup du coup sur le projet? Eh bien, il devait y avoir 4 ou 5 personnes de l'équipe qui étaient dédiées, une chef de projet et puis 3 monteurs. On a également, on a eu pour le CES de Las Vegas un client qui était là-bas sur place avec le décalage horaire du coup. Il nous envoyait les rushs dès qu'il avait une pause à midi et une pause en fin de journée. Et quand il allait dormir, nous on s'occupait des montages. Quand il se réveillait, il nous faisait les retours. Et à la pause du midi du lendemain, il publiait les trucs de la journée d'avant pour avoir des montages super rapides. On a cette flexibilité-là de se dire, il y a des projets super cool ailleurs, et nous, en tant que boîte de prod, on essaye de s'organiser pour vraiment subvenir aux besoins exacts du client. Alors évidemment, il aurait pu nous dire, oui, il faudrait que ce soit monté sous 3 ou 5 jours ouvrés, mais on essaye aussi de leur demander, c'est quoi, genre, la perfection, genre, le rêve, il fait. Alors, j'attends pas ça de vous, mais le rêve, ce serait que ce soit monté le jour même. D'accord, bon, on va essayer, je te fais un devis, est-ce que ça vaut le coup, le budget te convient? Évidemment, c'est plus cher, mais parfois, cette valeur ajoutée-là, surtout sur des informations comme le CES, quand tu es le premier à faire une vidéo en France sur l'annonce de je sais pas quel speaker super important à ce super gros salon américain, et ben en fait, quand les Français se réveillent, si la vidéo, c'est la première à 8h qui est montée, c'est toi aussi qui fais le plus de stats, le plus de vues, et donc le plus de réussite, et donc bah, ça vaut parfois le coup de payer 30 ou 50% plus cher ta vidéo, si ça te permet de faire x10 sur tes résultats, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est intéressant. Du coup, là, tu t'es mis dans une position où c'est intéressant pour tout le monde, quoi. On essaye, ouais. Si aujourd'hui tu devais repartir de zéro, aujourd'hui tu devais partir ou accompagner quelqu'un de totalement zéro sur ses réseaux sociaux, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Est-ce que tu lui conseillerais, comme on voit souvent sur les réseaux sociaux, de publier tous les jours, 2 fois par semaine, 3 fois par jour? Quel serait le rythme un peu que tu proposerais? Et est-ce que tu lui recommanderais de se lancer sur toutes les plateformes en même temps ou de se concentrer plutôt sur une plateforme?
Bien, la première chose déjà, je pense effectivement qu'une plateforme, c'est déjà, plus simple de démarrer par ça. Après, est-ce que c'est une plateforme ou est-ce que c'est un format, par exemple? Est-ce que tu es meilleur à l'écrit? Peut-être que dans ce cas-là, tu vas démarrer plutôt sur Twitter ou sur LinkedIn avec des posts. Peut-être que si tu es meilleur à la prise de parole en live et que tu sais que tu es un bon orateur et que tu parles avec les gens de manière très facile dans la vraie vie, à ce moment-là, tu vas peut-être plutôt te lancer sur la partie vidéo. Et ces formats vidéo, est-ce que tu es plutôt quelqu'un de très technique, ultra dans le détail, tu vas faire des longues vidéos YouTube de 45 minutes en tutoriel, ou plutôt des trucs super dynamiques et super accrocheurs en format court. Une fois que tu sais ça, bah, peut-être que quand tu fais tes posts LinkedIn, tu vas pouvoir également les poster sur Twitter. Si tu fais tes formats courts, tu vas pouvoir les envoyer directement sur toutes les plateformes. Pourquoi est-ce que tu t'embêterais à produire un format court vertical et de ne pas le poster sur Snapchat Spotlight, LinkedIn Dailies, YouTube Short, Instagram Reel, Facebook Reel, TikTok, etc. C'est dommage. Même si ça fait que 200 vues. 200 vues x 8 plateformes, ça fait 1600. Et 1600 x 30 jours, ça fait déjà 50 000, quoi. Et donc là, tu viens 48 000. Et donc tu viens directement faire 50 000 impressions sur le mois avec des vidéos qui font 300 vues ou 200 vues. Et ça, cette multiplicité de formats, elle est d'abord en fonction de ta compétence personnelle. Après, derrière, une fois que tu es un petit peu plus dans la création de contenu, tu vas te forcer à développer les skills qu'il faut pour devenir un YouTuber, à développer les skills pour être un bon tweetos, etc. Mais d'abord, il faut partir de ce qui te plaît. Parce que, évidemment, il va falloir faire un gros volume. Le volume, il n'y a pas de secret. Il faut juste, effectivement, poster de manière très régulière. Sur YouTube, une fois par semaine, c'est déjà très bien. Sur les formats courts, une fois par jour, ça peut être bien. Ça peut être une série en disant tous les lundis. Ce qui est cool, c'est de ne pas vous oublier. Est-ce que votre audience, elle regarde les vidéos tous les jours et que tous les jours, elles doivent cuisiner un truc le soir? Peut-être que si vous faites de la food tous les jours, c'est très bien, voire plusieurs fois par jour. Peut-être que si vous êtes entrepreneur, les gens, ils sont un peu moins sur les réseaux. Et dans ce cas-là, peut-être qu'une fois tous les 2 jours suffit. Ce qu'il faut, c'est d'abord de tester au max de ses capacités pendant suffisamment longtemps pour que ça tienne. C'est-à-dire, une vidéo par jour pendant 30 jours, ça ne suffit pas. Il faudrait faire une vidéo par jour pendant 90 jours ou une vidéo tous les 2 jours pendant 90 jours. Il vaut mieux que ça dure plus longtemps que d'avoir fait plus de vidéos. Parce que ça permet déjà de laisser plus de temps pour s'améliorer entre chaque vidéo si besoin. Ça laisse plus de temps à une audience de se bâtir, avoir plus de vues, avoir plus de data. Et du coup, les 10 premières vidéos, elles seront pas du tout pareilles que les 10 dernières, mais surtout les 10 dernières, évidemment, elles seront peut-être un peu mieux, mais elles seront surtout bien plus spécifiques et bien plus spécialisées que les 10 premières. Parce que les 10 premières, tu as tiré super large un peu partout en te disant, allez, spray and pray, je tire dans tous les sens, on verra ce qui se passe. Et tu t'es rendu compte que ces 2 canaux-là, ils fonctionnaient trop bien. Ces sujets ou ces formats ou ces angles d'attaque. Et du coup, les vidéos de la fin des 3 mois, elles seront majoritairement ciblées sur ces 2 points d'activité qui génèrent du résultat. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut suffisamment de durée. Le rythme au max, le plus possible. Mais le plus possible, ça sous-entend, quand je dis possible, c'est possible en termes de kiff, possible en termes de budget, possible en termes de temps. Si c'est une excuse de dire oh, j'ai pas le temps, tout le monde peut prendre le temps de filmer 1 minute 30 de green screen sur son téléphone en réel et faire une vidéo par jour. Il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même se dire le volume et la durée pour que on puisse avoir suffisamment de points d'accroche et suffisamment de temps pour que les gens s'accrochent dessus, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est important de prendre le budget en considération parce que mine de rien, la création de contenu, moi je connaissais pas trop. Et au final, tu te retrouves vite sur des budgets qui peuvent aller, qui sont finalement équivalents à. Maintenant, on est tous en ligne, on est tous sur le digital, à part les artisans, ceux qui ont leur commerce. Mais au final, ça s'apparente à limite un loyer de commerce, hein, voire plus, hein, sur de la création de contenu. On avoisine facilement les 2, 3, 4 000 euros mensuels. Si on veut faire une vidéo, par exemple, par semaine sur YouTube, on paye un monteur. Qu'on fait quelques shorts, bah on évite sur quelque chose autour de 1 000 euros, quoi. Donc, Ah oui, totalement, c'est ouais. sûr. Après, il y a d'autres manières de démarrer avec peut-être plus des personnes en alternance qui débutent, avec des community managers en freelance avec une demi-journée par semaine, des petites choses comme ça qui peuvent baisser un peu plus les coûts. Il y a des solutions tout en un avec des agences
un petit peu plus premium comme la mienne, mais à la base, le moins cher du moins cher, c'est son téléphone, une demi-heure de son temps, hein. Et là, on peut tout faire. Peut-être un micro à 50 balles sur Amazon, mais sinon, on peut tous démarrer avec ça. Évidemment, ce conseil, il fonctionne avec tous. Mais à terme, aujourd'hui, c'est vrai que c'est dommage de se dire, je vais lancer un restaurant, je vais investir 400 000 euros dans le rachat du bail, dans la déco, dans peut-être un prix d'une franchise, les salaires sur la première année, etc. Et de ne pas prévoir une enveloppe de 2 000 euros par mois en community management ou en vidéo. Parce que qu'est-ce qui va remplir? Tu vas avoir ta zone de chalandise qui va peut-être t'amener 10% de ton trafic, et puis ensuite le bouche à oreille, mais qui va mettre 10 ans à se construire, alors que tu mets une vidéo par jour pendant un mois et tu mets 1000 euros de pub sur le premier mois, bah, tu vas peut-être avoir un petit effet de lancement et remplir ton restaurant pour accélérer ce bouche à oreille ou accélérer cette prise de zone de chalandise, etc. En tout cas, c'est dommage de ne pas le faire, tellement l'investissement a un retour disproportionné actuellement, en tout cas. Ok, ouais, donc là on est à fond dans le trend. C'est encore le moment de travailler comme ça. Enfin, c'est le moment de travailler comme ça. Oh, mais de toute manière, c'est évidemment le moment, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, je sais pas quel est ton temps d'écran. Le mien, il avoisine entre 8 et 12 heures d'écran par jour. Alors, je travaille évidemment dessus et je suis avec toutes les équipes en quotidien, machin. Mais avec 12 heures de temps d'écran, une exposition médiatique, personne n'a jamais autant consommé de contenu qu'en ce moment. Et oui, il y a beaucoup plus de concurrence, mais la consommation a tellement explosé par rapport à l'offre qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de place. C'est Est-ce qu'il y a 100 acteurs dans l'immobilier super connus qui ont une marque médiatique aujourd'hui en France? Non, donc il y a la place. Aujourd'hui, tu te dis, c'est qui les 100 acteurs aux États-Unis? Peut-être que les Américains pourront te les citer. En Europe, on n'a pas encore chaque niche qui a déjà ses 50 ou 100 têtes de proue ultra médiatisées, installées depuis des années avec des équipes mises en place. Aujourd'hui, il y a énormément de place. C'est qui les 10 médecins les plus connus? Avant, il y avait Michel Simès qui passait à la télé tous les jours. Et les 2 autres médecins qu'on connaît, c'est peut-être, je sais pas, j'allais te dire Marc Lézy, mais je crois qu'il est même pas médecin. Il parle juste de dentition et de dentifrice. En fait, on n'a pas de référence ultra connue dans tous les domaines encore. Donc à partir de ce moment-là où tu n'es pas capable de citer 2 têtes, 50 ou 100 personnes dans un domaine, ça sert à rien. Il ne faut pas se dire que c'est une excuse pour ne pas y aller. Il faut justement prendre ça en se disant, mais c'est incroyable qu'en France, avec les budgets qu'on a, l'immobilier qu'on a, etc., on n'ait pas encore des agents immobiliers qui soient connus nationalement. Ouais, c'est sûr. Tu vois, par C'est sûr. exemple, Bah après, par il y a contre, Zachary Maille qui a fait un truc exceptionnel avec Barnès. Lui, aujourd'hui, lui, il est fait connu, partie ouais. des agents immobiliers qui se sont dit c'est pas normal. Et donc, il s'est mis propre, nickel, avec des bêtes de lieu, exactement les codes des réseaux sociaux. Une vidéo chez lui, ça doit coûter 130 euros à produire, tu vois, avec le montage, avec tous les b-rolls, etc. Il prend un cadreur pour une visite. Qu'est-ce que c'est pour un agent immobilier? 500 euros de production vidéo sur une commission sur un bien à peut-être 10, 15 millions ou 5 millions d'euros comme il fait. Je pense que tout agent immobilier serait largement prêt à mettre 500 euros pour ça. Le truc, c'est de se dire, oui, 500 euros sur la vente, évidemment, tout le monde est prêt à le faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Zachary Maille, il n'a pas fait des 500 euros qui ont toujours généré 15 millions d'euros de vente. Il a fait aussi des 500 euros avec 0 vente pendant très longtemps et sur plein de biens. Et en fait, il s'est dit, allez, je me mets une pocket, j'essaye plein de formats. Et je pars à la conquête de ce canal d'acquisition-là. Et ça a fonctionné pour lui. Et aujourd'hui, tout le monde se dit, évidemment, la création de contenu pour l'immobilier, c'est une évidence. Mais peut-être que quand lui, il l'a fait, il était dans la même position de se dire, est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? C'est super cher, 500 euros pour 0 euros de retour. Oui. Pour tout le monde, hein. Pour moi aussi. Hein. Tu vois, même moi qui paye des monteurs, des créateurs de contenu, des fois, j'ai un monteur qui passe 3 jours sur une vidéo. Je dis, vache, c'est cher. Parce que je suis pas sûr d'avoir un lead entrant avec cette vidéo-là. Et en fait, c'est sur le volume et sur la durée que tu trouves tes canaux, tes formats, les trucs qui sont les plus générateurs de vues, les trucs qui sont les plus générateurs de chiffre d'affaires, et que tu spécialises ton offre et ta demande en termes de contenu. Ah ouais, des fois c'est un peu délicat. Bon après, on est tous plus ou moins créatifs, mais parfois c'est un peu délicat de trouver des idées de contenu. Je sais que moi, là, le podcast là, qu'on est en train de faire, ça m'aide parce que j'ai l'impression de tout le temps découvrir une nouvelle personne. Donc
pour moi, ça me semble quelque chose d'être peut-être facile à mettre en place. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout le temps l'idée d'être créatif, savoir quoi dire à la caméra, c'est parfois délicat. Comment les plus vieux créateurs de contenu que tu as ont su se réinventer parfois? Qu'est-ce que tu as pu observer chez ces types-là de personnes? Le premier switch qu'il faut faire quand on passe de je n'ai jamais créé du contenu à je veux créer du contenu, c'est qu'il n'y a pas de bonne idée ou qu'il faut trouver des idées. Là, le premier truc libérateur, c'est de se dire en fait, les idées, je les ai déjà. C'est les 10 sujets que j'explique à mes clients au quotidien. Madame Machin qui te dit tous les jours ah, mais comment ça marche un bail? Ou comment est-ce que je vais toucher ma commission? Est-ce que je la touche avant? Est-ce que je la touche après? Comment est-ce que vous êtes payé? Ces vidéos-là, ces idées-là, ces questions-là qui reviennent par email, en MP, en appel, au standard, hein, que vous voyez dans les premiers articles, quand vous tapez immobilier dans Google, vous allez voir comment se rémunère un agent immobilier. C'est des articles, tout ça, c'est ce très haut niveau-là. Il y a à peu près, allez, 10, 20 idées qui vont regrouper tout ça. Quelle stratégie faire pour les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut investir du budget? Il vaut mieux faire des tournages ou des montages avec des vidéastes? Ces questions-là, moi, qui me sont posées au quotidien, c'est les sujets sur lesquels je vais créer du contenu. La question, c'est pas d'avoir 1000 idées, c'est d'avoir 10 idées avec 1000 formats. L'idée où je me dis comment est-ce qu'un agent est-il rémunéré? Tu pourrais la faire en forme de petit sketch, tu pourrais la faire en forme de motion design, tu pourrais la faire en forme de voix off avec des b-rolls, tu pourrais la faire juste en expliquant, tu pourrais la faire en forme de tutoriel avec un grand tableau blanc, tu pourrais l'expliquer en 1000 formats. Et c'est cette variété de formats, tu pourrais l'expliquer en interview, tu pourrais l'expliquer en échange avec un autre client filmé avec Marvin, tu vois, c'est cette multiplicité de formats qui fait de la répétabilité et qui va être écouté par différentes audiences à chaque fois, qui fait que tu vas pouvoir être accessible, qui fait que tu vas pouvoir avoir de l'apport de valeur avec des gens qui vont s'abonner. Et en fait, le cas spécifique, c'est ça que tu factures. C'est ça l'appel de conseil, l'audit ou le coaching que tu vas faire ou la prise de mandat. Ah oui, mais vous aviez expliqué comment marche la commission, mais moi je suis en SCI et j'ai tel et tel type de cas spécifique. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? Pas de problème, monsieur Machin, venez au bureau, je vous explique, on prend un rendez-vous et on va voir votre cas spécifique. Mais le cas général, les 10-20 idées globales, il faut juste parler de ça. Il ne faut pas essayer d'inventer une nouvelle idée, sinon là du coup tu deviens vraiment créateur de contenu. Mais par contre, tu peux aller prendre des formats. Tu peux avoir des bêtes d'idées de formats, mais ensuite l'idée du contenu à l'intérieur, comment gérer ta marge pour Marvin, comment améliorer ton besoin en fonds de roulement, comment faire une franchise, tout ça c'est des questions qu'il a certainement au quotidien. Et c'est la multiplicité de formats de la réponse à cette question qui fait qu'il n'a jamais besoin de se poser de question de qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui. Si tu remontes sur les 25 vidéos par jour qu'il fait Marvin, je suis certain que dans les réponses aux questions qu'il donne aux entrepreneurs, il y en a peut-être, 25 grand max, qui reviennent des gros thèmes avec de la valeur ajoutée auxquels il répond. C'est toujours la même chose. Sauf que c'est fait de manière tellement différente en termes de format ou de setup que ça paraît comme une nouvelle vidéo. Et même si, disons, ta vidéo elle fait 1 million de vues et que tu expliques aux Français comment fonctionne un agent immobilier et qu'elle fait 1 million de vues, il y a combien de Français qui ont besoin de comprendre ce que c'est? 10, c'est 15. faible, ouais, c'est faible. Il y a des gens qui vont acheter une maison, etc. Disons qu'il y a 15 millions de Français. Donc tu n'as fait que 10% de ton audience, disons. Allez, disons 10 millions. Donc tu n'as fait que 10% de ton audience. 6 mois après, il y a combien de personnes qui se souviennent de ta vidéo? Allez, disons que tu as été génial, disons qu'il y a 10% des gens qui s'en souviennent. C'est-à-dire qu'il y a 100 000 personnes sur 10 millions qui se souviennent de la vidéo. Et ça se trouve, sur les 100 000, il y en a peut-être 50 000 qui ont apprécié et 50 000 qui n'ont pas apprécié. Donc il y a 50 000 qui, comme un film Disney, vont être OK de la re-regarder. Donc il n'y a que 50 000 personnes qui se souviennent de toi et pour qui le conseil n'a pas résonné sur cet exemple-là. Mais ça veut quand même dire qu'il y a encore 9 950 000 personnes à qui tu peux refaire la vidéo. La même. Tu vois? Et donc là, aujourd'hui, je crois d'ailleurs que c'est une vidéo qu'on a publiée il y a peut-être 4 mois sur mon compte, qui avait extrêmement bien marché, qui m'avait apporté peut-être 100 ou 150 followers. On l'a remise aujourd'hui, elle est en train de très bien marcher. Évidemment, ma mère l'aura peut-être vue 2 fois. Mais en fait, c'est pas très grave, hein, parce que si elle était bien, cette vidéo-là, si le conseil était bien, la personne, elle a peut-être mis un like, mais peut-être qu'il y a 6 mois, elle n'a pas activé dessus, ou qu'elle n'ait pas pris rendez-vous, ou qu'elle n'ait pas besoin de vendre une maison il y a 6 mois.
Et du coup, c'est une question de timing. Donc, Il y a Alex Hormozy qui dit une stat que je sais pas si elle est vérifiable, ou en tout cas lui il la partage souvent, c'est de dire que souvent sur l'entièreté des personnes qui sont prêtes à acheter chez toi ou qui pourraient devenir acheteurs chez toi, il y en a toujours que 3% qui sont prêts à acheter maintenant. Donc si tu te dis que tu crées du contenu pour ces 3% qui sont prêts à acheter tout de suite, tu te trompes. Il faut créer du contenu pour tout le monde en se disant qu'ils achèteront peut-être plus tard. Mais si t'as fait une super vidéo il y a 6 mois, mais t'es qui pour ne pas la remettre à de nouvelles personnes qui, 6 mois plus tard, ont maintenant ce besoin-là ou sont maintenant devenus le nouveau 3% actuel? Et du coup, c'est dommage de s'en priver, de faire des efforts de budget, de travail, de contenu, et de pas le reposter 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, parce que toi, dans ton ego, tu t'es dit, oh, je l'ai déjà mis, les gens ils vont s'en rendre compte, il faut que je trouve une nouvelle idée, j'ai pas le droit de répéter la même chose. Donc que ce soit sur les idées, sur les formats ou sur la temporalité, il faut juste vraiment se libérer de tout ça. Les stats prouvent, et ce petit calcul et cet exemple prouvent qu'il n'y a aucune raison de ne pas republier des vidéos. ok, donc toi, même la republication, même sans parler de Reddit, c'est pas que tu recommandes, mais tu dis que ça fait partie du process. Ah, Quoi. ça fait partie totalement du process. Ça fait partie des process de clipping pour les plus grosses marques personnelles au monde. Ça fait partie du process des plus grosses marques médias. Ça fait partie du process de tous les plus gros créateurs. Et même, il y en a qui vont tester la vidéo et la remettre sur une autre plateforme et qui vont même la reposter en validant ou en changeant juste le hook, Ouais, ou qui vont garder le même hook et mettre une autre vidéo à l'intérieur. En fait, le contenu, le gros avantage, c'est que vous allez tourner une interview, vous allez tourner une journée avec un cadreur, et derrière, pendant 6 mois, on va pouvoir sortir du contenu de tout ça. C'est pour ça qu'il faut mieux un petit peu plus de budget en production de contenu que de toujours payer des cadreurs et des community managers à essayer de trouver des nouvelles idées ou trouver des nouveaux formats, etc. Parce qu'en fait, les formats, on va pouvoir les créer en montage, en post-production. Et ça vous prend pas de temps en tant qu'entrepreneur. Parce que ce qu'on a envie, ou ce que mes clients ont envie, c'est d'être sur le terrain avec leurs clients, générer du chiffre d'affaires, apporter de la valeur, et pas être là à réfléchir à des stratégies de communication toute la journée, tu vois. ouais, c'est aussi pour ça que pour l'instant, j'ai fait le choix de déléguer, moi, à titre personnel, pas la partie montage, parce que je me dis, si je me mets à monter mes vidéos, en fait, j'aurai plus le temps d'aller prospecter, par exemple. Enfin, ça va se retrouver, C'est sûr. surtout quand on sait pas faire. En plus, quelqu'un qui est habitué, peut-être qu'il va mettre 2 ou 3 heures pour monter une vidéo. Moi, il faudrait que j'en mette peut-être 20, je sais pas comment ça marche, mais le temps que tu passes quand t'es pas C'est assez possible. professionnalisé, c'est quand même conséquent. Effectivement, quelqu'un qui est bien plus compétent, alors je dis pas que tu arriverais pas à faire un montage. Des fois, il y a certaines limites. Moi, j'arriverais pas à être médecin et à faire une Ouais. chirurgie sur un cœur, même si Ouais. on me laissait 1000 ans, 1000 ans d'essai. 1000 ans d'essai. Donc en fait, il y a certaines complexités techniques. Aujourd'hui, la com, c'est pas non plus quelque chose qui nécessite des compétences qui sont tellement inaccessibles que en quelques heures de formation et de travail de ta part, tu n'y arriverais pas. Mais est-ce que ces heures de formation et de travail, elles vont vraiment être rentables pour toi? Est-ce qu'elles valent plus que d'autres heures de travail, etc. Est-ce quoi. que une heure pour signer un mandat va pas te rapporter plus qu'une heure de montage? Et donc ça, c'est la question à se poser, quoi. Qu'il faut se poser, ouais. Ah ouais, quelle est l'erreur que tu vois le plus? Quelle est l'erreur que tu vois le plus souvent? Même si on a pas mal parlé de ça, peut-être qu'il y a une erreur plus spécifique que tu vois régulièrement. Une des grosses erreurs en création de contenu que je vois souvent, c'est de pas forcément savoir quel type de création on veut faire. Est-ce que vraiment on veut créer du contenu pour soi, pour vraiment se faire voir, pour transmettre, pour créer une marque médiatique, pour créer une marque personnelle, pour son ego, pour la crédibilité, pour sa valeur perçue? Ou est-ce qu'on veut créer vraiment du contenu qui va servir des objectifs sales, des objectifs de vente, des objectifs de lead? Et donc, des fois, c'est d'attendre les stats de l'un avec l'autre. On attend du chiffre d'affaires alors qu'on fait du contenu marque personnelle, médias, croyances et visibilité. Et des fois, on va faire du contenu acheter chez moi code promo et on va s'attendre à faire 1 million de vues. Et donc ça, c'est une des grosses erreurs, de vraiment comprendre que si vous allez pêcher dans un lac où il y a 1 million de poissons, vous pouvez peut-être vous attendre à prendre 1 million de poissons. Mais si vous allez pêcher dans un lac où vous dites « je veux parler aux détenteurs de maisons de plus d'1 million d'euros dans ma ville, il y en a peut-être 1000 personnes », mais vous attendez pas à faire 50 000 vues. Ce n'est pas mathématiquement possible. Alors que si
vous vous dites que vous voulez parler de qu'est-ce qu'un agent immobilier, techniquement, vous pourriez faire 1 million de vues. Il y a potentiellement 1 million de personnes qui vont dire oui à ça. Il y a combien de millions de personnes qui regardent l'agence sur Netflix? Donc, c'est des sujets qui peuvent intéresser. Et donc là, pour le coup, on peut attendre 50 000 vues ou 100 000 vues d'une vidéo plus globale, plus généraliste, qui nécessite moins de contexte et qui va être plus médiatisable. Par contre, une vidéo qui va générer plus de chiffre d'affaires, c'est une vidéo qui va dire comment j'ai aidé monsieur machin à vendre sa maison à 1 million d'euros alors qu'il avait tel et tel problème. Ça peut pas faire 1 million de vues. Alors que l'autre, ça peut faire 1 million de vues. Yes, en effet. Après, il y a les algorithmes aussi, des fois, peut-être qui peuvent bloquer. Enfin, est-ce que tu penses qu'un algorithme. Enfin, oui, c'est sûr, je pense. Un algorithme froid, enfin, quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup publié, peut poster une vidéo au mois de janvier et reposter peut-être la même vidéo, comme on disait tout à l'heure, au mois de décembre et elle explose juste parce que les algorithmes ont un peu, Mais même, ont un peu travaillé. même en show, hein, c'est-à-dire Ok. que même quelqu'un qui fonctionne très bien, tu peux aller le voir sur le compte de n'importe quel créateur. Tu vas voir une vidéo qui sur TikTok va faire 300 likes et sur Instagram va en faire 30 000. Et ça arrive tout le temps. Et même sur TikTok, tu la rechanges un tout petit peu ou tu la remets 2 mois plus tard, elle peut fonctionner au même niveau, voire plus qu'Instagram également. En gros, le sujet, c'est vraiment de se dire, techniquement, moi, je remplacerai à chaque fois que tu dis le mot algorithme, je le remplacerai à chaque fois par audience. Le plus facile, plutôt que de dire c'est l'algorithme froid, c'est une audience qui ne te connaît pas. Donc en fait, il faut lui donner des raisons de te suivre, des raisons de te connaître, il faut lui donner beaucoup plus de contexte. Si je te démarre en disant tous les CMO ne connaissent pas ce truc technique XYZ, tu sais pas ce que c'est que CMO, tu sais pas ce que c'est qu'XYZ, tu te dis je sais pas qui il est ce mec-là. Alors que tu te dis tous les directeurs marketing, déjà c'est accessible, donc j'ai pas perdu du monde juste avec mon charabia, ne connaissent pas ce truc super important, conseil venant de un mec qui a fait des vidéos pour telle et telle référence super connue. Et là, du coup, ils se disent, je connais le nom du mec, je sais que je peux lui faire confiance parce qu'il m'a donné quelques petits éléments de réassurance, venant d'un agent immobilier qui a vendu plus de 10 millions d'euros de biens. Ok, tu vois, tu te dis, ok. Et en plus de ça, ils ont le contexte et ils sont capables de comprendre tout ce que tu viens de dire parce que tu n'as pas pris pour acquis, dans ta manière de parler, quelque chose qui n'était pas accessible. Et bien là, forcément, ta vidéo, elle va beaucoup mieux fonctionner. Non pas parce que l'algorithme, mais parce que l'audience, imagine ta mère qui regarde la vidéo, ou imagine ton meilleur pote qui regarde la vidéo qui n'est pas dans ton domaine d'activité, est-ce qu'il comprend tout ce que tu dis? Et donc, si tu fais de manière à ce que tes vidéos soient accessibles, c'est pas les rendre plus vulgaires ou les rendre moins intelligentes ou perdre de la crédibilité. Mais non, mais moi, il faut que j'utilise CMO, c'est le terme que tout le monde utilise. Oui, mais en fait, les CMO, ils s'en fichent. Tu dis directeur marketing, ça leur va bien. Par contre, ceux qui n'ont pas le terme anglais spécifique Chief Marketing Officer et qui connaissaient juste directeur marketing ou le salarié chargé de com, il va pouvoir transmettre ça à son directeur marketing la vidéo. Par contre, si tu as dit CMO et que lui, il connaissait pas le terme, il n'y a aucun monde où il a regardé ta vidéo. Donc, l'usage de l'accessibilité, des fois, on le fait par ego, en se disant que on va faire une super vidéo qui parle très spécifique au scalpel, très technique, avec des mots super complexes. Et en fait, c'est l'effet inverse. Parce qu'on ne s'est pas rendu suffisamment accessible. Et une des grosses unlock, un des gros trucs qui permet vraiment de se libérer et d'accéder à des nouveaux chiffres, stats, performances, c'est vraiment de rendre ces vidéos accessibles pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a l'impression que tout est facile pour nous quand on parle de notre domaine d'activité, alors que tout le monde n'a pas notre niveau de compétence ou de connaissance. Et la deuxième, c'est de se rendre compte que en fait, même le CEO d'une boîte qui fait 10 millions par an, qui est super investi, qui est super intelligent, qui est le mec, et ben en fait, lui aussi, à 23h30, il est en slip dans son lit comme ça, à moitié endormi, il écoute à 3/4. Et c'est pas à ce moment-là non plus qu'il va écouter un truc tellement précis au scalpel. Il va aller sur une vidéo YouTube à 12h30 quand il a le problème, ou il va aller regarder un truc spécifique quand il a son problème, pour des vidéos vraiment très 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 précises. Par contre, une vidéo accessible, il va pouvoir la sauvegarder, l'enregistrer, l'envoyer sur Slack à son équipe, et il n'a pas non plus besoin de se casser la tête à le faire. Tout le monde n'est pas à 100% de ses capacités cognitives en permanence quand il regarde un contenu. Donc le rendre accessible, ça permet de le rendre accessible aux gens qui ne connaissent pas et aux gens qui ne sont pas toujours
en recherche de quelque chose d'extrêmement précis et deep en permanence. Des fois, on a juste envie de scroller sur Insta, on voit une vidéo qui pourrait nous plaire, on la sauvegarde pour plus tard quand on sera en train de travailler, par exemple. Ouais, donc ne pas perdre l'audience avec des termes qui sont parfois trop techniques, faire attention aux mots qu'on emploie. C'est ça. Ah bah oui, toi qui as tenu, ou qui tient toujours, qui a tenu un podcast sur l'IA, Mhm. et qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui? Quels métiers vont selon toi être propulsés et quels métiers vont voir vont peut-être disparaître? Est-ce que tu penses que ça va être tant une catastrophe que ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Perso, nous, on utilise énormément l'IA sur la partie productivité. C'est-à-dire que pour détecter les silences dans une vidéo, pour vérifier l'orthographe, pour beaucoup de choses, en fait, là, sur ces petites choses-là, qui sont vraiment les tâches avec la plus faible valeur ajoutée d'un monteur vidéo, bah forcément, on va utiliser l'IA. Pour écouter une note de rendez-vous commercial de 1 heure et dresser une proposition commerciale, on va utiliser l'IA pour nous aider à refaire le point et ne rien oublier et livrer plus vite un devis à nos clients. Donc nous, on s'en sert beaucoup au quotidien. Et quand j'ai tenu mon podcast sur ce sujet, que j'ai arrêté il y a maintenant 2 3 ans, en fait, ça m'a permis de comprendre à quel point c'était pas une bulle ou une vague qu'allait partir. De la même manière que j'aurais eu un podcast sur Internet, là, aujourd'hui, après ce podcast-là, je me suis dit, c'est pas quelque chose qui, dans 5 ans, ça va retomber comme les NFT ou tout cet univers crypto qui est retombé très vite. Aujourd'hui, l'IA, tu te rends compte que c'est ultra intégré dans absolument tout. Tout le monde s'en sert. Des particuliers aux jeunes qui l'utilisent pour réserver aux grands comptes, qui l'utilisent pour auditer des terabits de données, etc. En fait, c'est ultra, ultra intégré et c'est déjà utilisé et ça a déjà des retours sur investissement colossaux. Donc, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter de si près. Et puis, il y a 2 manières de voir comment est-ce que ça peut évoluer. Il y en a qui vont dire les tracteurs ont remplacé les agriculteurs et depuis qu'on a les tracteurs, on n'a plus du tout de chevaux de trait. Oui, c'est possible, on en a beaucoup moins des chevaux de trait, mais les agriculteurs, ils ont juste évolué de métier. Et je dis ça en venant d'une famille d'agriculteurs. Et aujourd'hui, ils utilisent des tracteurs comme tout le monde. Et en fait, la deuxième option, c'est de se dire, bah, soit les agriculteurs sont réformés et se disent, OK, on va utiliser de nouveaux outils, on y va. Soit ils se disent, on va pas utiliser les nouveaux outils et on va être obligé d'arrêter et de perdre en concurrence contre tous ceux qui vont le faire. Donc il y a cette phrase très bateau de c'est pas l'IA qui va te remplacer, c'est quelqu'un qui utilise l'IA, mais c'est pas Internet qui va te remplacer, c'est quelqu'un qui utilise Internet, c'est pareil. Et je pense qu'on arrive à cette direction-là. Et la dernière chose, c'est que je pense qu'ensuite, il y a les entreprises qui vont faire un choix. Est-ce que là où un tracteur remplace peut-être 5 chevaux, peut-être que l'IA va remplacer 5 marketeurs, un marketeur avec de l'IA va remplacer 5 marketeurs, mais est-ce que tu baisses tes coûts et tu vires 4 personnes? Ou est-ce que tu gardes tes 5 marketeurs, tu leur donnes tous l'outil d'IA et tu fais x5 sur ta boîte? Est-ce que tu l'utilises pour baisser tes coûts? Est-ce que tu l'utilises pour augmenter ton chiffre? Ou est-ce que tu fais un espèce de mix entre les deux? Là, ce sera à la discrétion de chaque entrepreneur, de chaque entreprise, de chaque cas de figure et domaine d'activité qui sont tous très très spécifiques. Et du coup, quelle est quelle est à toi ta plus grosse erreur? Parce qu'on a parlé des erreurs que pouvaient faire les clients ou les personnes que tu accompagnes. Quelle est ta plus grosse erreur? Est-ce qu'à un moment donné, dans la gestion de ta boîte, tu as fait des mauvais choix? Est-ce que financièrement, tu as fait des mauvais placements? Quelle est ta plus grosse erreur? Je pense que ma plus grosse erreur, c'était d'avoir suivi cette phrase très américaine de dire hire fast, fire fast. C'est-à-dire que tu embauches très vite et tu vires très vite. Mais dans un contexte américain où t'en as rien à foutre du social, tu peux virer n'importe qui comme ça en un claquement de doigts et tout, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compatible ou appréciable dans un contexte européen. Ce qui fait que je me suis retrouvé à embaucher des personnes que j'avais jamais vues, jamais testées et que j'ai pris en CDI direct. Et cette personne-là, 3 jours après, elle avait été dans la base de données, elle avait volé les clients, volé les process et envoyé un mail à tous les clients en disant ça y est, j'ai les process de l'agence Pilea, je peux passer en direct avec vous par derrière eux et ça coûtera moins cher.
Donc j'ai trop de chance dans le sens où mes clients sont venus direct vers moi en disant c'est pas cette personne-là que tu viens de. Ouais, je vais pas dire son prénom. C'est pas cette personne-là, ou alors je vais prendre un autre prénom. Je vais dire qu'elle s'appelle, je sais pas, Françoise. Françoise. Et donc, c'est pas Françoise qui a volé dans la base de données, c'est pas Françoise que tu viens d'embaucher. Et en fait, si, bah, je leur dis oui, pourquoi. Et ils m'envoient un email et il y avait tout l'email de Françoise qui expliquait tout ce truc-là que je viens de te dire. Et je me suis rendu compte que là, je venais de briser la confiance dans l'équipe parce que du coup, quand tu fais rentrer quelqu'un, il y a cette citation américaine qui dit, alors je l'ai traduit en français, mais en fait, il dit tu es capitaliste avec le monde, tu es républicain avec ton pays, tu es socialiste avec ta région, tu es communiste avec tes amis, et tu es 100% partage avec ta famille, tu vois. Et donc tous ces cercles-là, concentriques, en fait, quand tu prends quelqu'un dans ton équipe, quand tu embauches quelqu'un, tu le fais passer d'un cercle à un autre. Tu le fais rentrer dans un cercle plus proche de toi. Et du coup, j'ai fait rentrer le loup dans la bergerie, quoi. Et je me suis vraiment senti mais trop con de me dire, attends, j'ai des personnes que j'adore dans l'équipe, on a des clients que j'adore, on leur fait des bêtes de résultats, et là, je viens de faire rentrer quelqu'un que je connais pas du jour au lendemain, qui est arrivé, qui allait prendre dans la base de données, et qui peut détruire notre réputation, mettre à risque les emplois des personnes de l'équipe. Et je me suis senti, mais à côté de la plaque. Et donc aujourd'hui, on a totalement changé notre process de recrutement. On démarre par prendre en alternance ou en freelance avec des missions progressives qui augmentent en volume et où la personne augmente en compétences sur au minimum 3 à 6 mois. Et ensuite, quand toute l'équipe est d'accord, etc., on peut embaucher. Et quand on n'a vraiment aucun red flag de aucune personne de l'équipe, là, on embauche en CDI en interne. Et donc ça, c'était il y a à peu près 3 ans. Et depuis, ce nouveau process est mis en place. Tous nos alternants sont passés en CDI. On a 3 freelances avec qui on travaille régulièrement qui sont passés en CDI, etc. Tu vois. Et donc ça m'a vraiment coûté... je crois que ça a dû me coûter quelque chose comme 10 000 euros entre l'embauche, le premier mois de salaire, le deuxième mois de salaire, la rupture co, tous les frais d'URSSAF et de comptable social et fiches de paye et contrats, etc. autour. Et ça a mis un gros froid dans le process de recrutement et de se dire, attends, JB, il a pas fait gaffe à qui il a fait rentrer dans la boîte, quoi. Et donc ça, j'ai grosse erreur de ma part. Ok, et t'as fait comment du coup pour calmer un peu au niveau management? Comment tu t'y es pris avec l'équipe? L'avantage, c'est que je suis toujours très transparent avec tout le monde. Donc je leur ai dit exactement comme je viens de te dire, Ok. j'ai fait une erreur, je suis désolé, je vais essayer de changer. J'ai telle et telle manière en tête pour solutionner le problème. Donc on a mis un formulaire de candidature qui est 10 fois plus chiant qu'avant, de avoir 70 questions. Mais on a l'avantage d'avoir des centaines de candidatures à chaque fois qu'on ouvre un poste. Donc il faut aussi les filtrer parce que sinon, on se retrouve à ne pas répondre aux gens et on essaye de répondre à la main à tout le monde. Donc on s'est dit, ok, on va mettre un formulaire qui est beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus d'étapes et de conditions. Comme ça, il y a uniquement ceux qui correspondent vraiment à l'offre qui vont postuler, ce qui fait que ça nous a permis déjà de mieux qualifier les profils. On fait plusieurs entretiens, on en fait un avec moi pour d'abord screener les personnes, et puis ensuite un avec l'équipe pour savoir s'ils peuvent revenir. Pour les freelances, au début, on fait une mission de test qu'on rémunère, ce que personne fait. On paye le freelance pour lui dire tu fais un test, on te rentre dans notre base de données et on pourra travailler avec toi à l'avenir. Et on scale progressivement les missions au fur et à mesure. Et pour les alternances, il y a une période d'essai et on a sécurisé les accès aux bases de données clients, à toute notre infrastructure interne pour ne plus avoir ce type d'erreur qui était due à... quand tu n'as jamais eu ce problème, tu sais pas que ce problème existe et donc tu fais pas gaffe à qui dans la boîte a accès à quoi. Et aujourd'hui, les freelances et les alternants qui viennent d'arriver dans les 2-3 premières semaines n'ont pas accès à l'entièreté des numéros de téléphone de tous les clients, par exemple. Donc on a corrigé avec plein de petites manières et on a essayé de faire au mieux et je leur ai partagé exactement ça, quoi. Ok, et du coup, tu as fait l'accompagnement de Marvin, comme je l'ai dit juste avant, c'est comme ça que je t'ai connu, grâce à une publication. Et t'en as pensé quoi? Est-ce que sur la partie management, justement, il y a également des recommandations? Est-ce que ça s'apparente uniquement pour les process de recrutement? Est-ce que tu utilises maintenant les process de recrutement qui t'a conseillé? Est-ce que c'est plus pour l'acquisition client? Est-ce que c'est un tout? En fait, l'avantage qu'ils ont avec l'accompagnement de Marvin, c'est que tu viens avec tes problèmes. Et tu es ensuite mis en relation avec un coach qui va vraiment répondre à ta typologie de problème à toi.
Et ensuite, si ce coach-là, il a une limite de compétences qui peut arriver à tout le monde, il va faire appel à des experts, à d'autres coachs, à l'autre cercle de coachs, ou parfois même à Marvin qui peut revenir spécifiquement quand tu as besoin sur certaines questions, etc. Et donc, moi, j'avais plutôt un problème de beaucoup trop de demandes. On avait un carnet de commandes rempli, on avait déjà augmenté nos prix plusieurs fois, et toutes les équipes étaient à capacité, et j'avais quelques problèmes de trésorerie parce que j'avais mal géré justement des commandes longues avec des clients qui étaient de plus en plus gros, qui payaient à 120 jours fin de mois, etc. Et donc, on se retrouvait dans une impasse où je pouvais pas dire oui aux clients qui arrivaient, les bras, tout le monde était déjà plein, et j'avais pas les sous pour embaucher tout de suite. Et donc, je me suis dit, attends, une période de 6 mois comme ça peut être problématique. Et donc, j'ai pris cet accompagnement pour demander à Marvin de m'aider à mieux gérer ma trésor, mieux avoir des process financiers et des KPI à suivre meilleurs, peut-être revoir un peu mes offres, ou en tout cas sur le packaging du financement de ces offres-là, pour avoir plus de trésorerie et moins de problèmes à ces sujets-là. Et puis ensuite, comment structurer l'équipe, des process de recrutement, d'embauche, pour pouvoir améliorer la sélection et l'onboarding de toutes les nouvelles personnes qui allaient arriver, quoi. Et donc, ça a été vraiment super. J'étais avec un coach qui s'appelle Michael, qui a été vraiment excellent. Tu as un appel toutes les semaines, tu as des suivis, tu as des tâches à faire, tu t'avances au fur et à mesure. On avait un plan d'action à faire en 4 mois, on l'a fait en 2 mois et demi. Et aujourd'hui, je crois qu'on a certainement fait... on était en route pour faire 200-220% de croissance par rapport à l'année dernière, ce qui était déjà très cool. Mais du coup, là, on va certainement finir l'année à 400-450% de croissance. Donc, je sais pas, en termes de calcul, ce que ça fait comme augmentation. Ouais, c'est énorme. Et qu'est-ce qui est attitré à Marvin et à ses équipes et à Ultra. Mais en tout cas, il y a vraiment un résultat ultra notable. Et rien que le fait de mettre des sous quelque part, d'y investir de l'argent et d'avoir quelqu'un qui vient te voir toutes les semaines en te disant est-ce que tu as avancé, est-ce que tu as avancé, toutes les équipes se sont mis en branle-bas de combat. Moi aussi, on a ultra fort travaillé sur les 3 derniers mois, et toute la croissance et toutes les opportunités qui nous arrivent aujourd'hui sont aussi dues à cette émulation-là qu'on a générée grâce à l'accompagnement, quoi. Donc c'était trop cool, j'en suis ravi, quoi. Ça donne envie, mais il faut faire 200 000 euros de chiffre d'affaires pour demander ça. C'est ça, hein, c'est la condition. Je crois que ouais, c'est son truc qualificatif. Tu vois, ça fait partie des choses où quand tu fais une vidéo en disant si tu fais 200 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux pas attendre d'avoir 500 millions de vues, tu vois. Ouais, tout à fait. Forcément, tu joues déjà dans une petite mare où il y a beaucoup moins de poissons. Selon toi, parce que du coup, tu as dû consommer pas mal de contenu et ta compagne, tu as carrément un studio de podcast, qu'est-ce que tu as pu voir en différence entre un podcast qui fonctionne et un podcast qui fonctionne moins? Est-ce qu'il y a des choses, Un des trucs dingues qui vient de se passer dans l'écosystème de podcast il n'y a pas si longtemps, c'est que les podcasts commencent à se faire racheter. Et donc, la valorisation d'un podcast, c'est super intéressante, c'est de se dire, ah, mais en fait, combien ça vaut un podcast? Comment est-ce que tu valorises un podcast? Donc, comment est-ce que tu valorises une audience, même de manière générale? Et en fait, cette audience-là, elle a été valorisée de plusieurs manières. Il y a les épisodes longs, qui sont géniaux, mais il y a surtout les clips et tous les formats courts. Et là, aujourd'hui, on s'est rendu compte que un des podcasts qui s'est vendu plusieurs centaines de millions d'euros, je crois que c'est peut-être c'est une boîte dans la tech qui l'a racheté aux États-Unis, un podcast tech, il y avait quasiment 70% de la valorisation qui était sur les vues des clips, les vues des shorts, et pas les vues de l'épisode long. Donc tu dis, ah ouais, l'épisode, c'est pas un gros podcast, il fait que 200 000 vues par écoute pour un Américain, pour un Américain, tu vois. c'est faible. Et tu te dis, mais en fait, ouais, mais ils font 25 shorts par épisode et chaque short fait 1 million de vues. Donc en fait, les vues de l'épisode long sont pas toujours la même audience que les vues des shorts. Un short où j'explique, comme tu m'as posé en question, que ferait un agent immobilier s'il doit démarrer, ça va toucher les agents immobiliers. Et ça va peut-être toucher beaucoup plus de monde que des gens qui vont cliquer sur Jean-Baptiste, le mec qui fait du marketing et de la vidéo. Il y a peut-être moins de monde qui vont s'intéresser à 1 heure d'interview où je parle que des gens qui vont s'intéresser à une capsule où je donne de la valeur ajoutée spécifique à un domaine. Et ça, il faut comprendre ce truc-là et de se dire, des fois, mon domaine d'activité, c'est peut-être l'IMO, ton podcast, ça va être l'IMO, mais peut-être que tu peux aller chercher beaucoup plus de vues avec tes shorts parce que tu peux aller toucher beaucoup plus de niches, beaucoup plus d'audiences différentes. Et c'est ça qui est super valorisé. Et donc, une des choses qui fait que ça fonctionne ou pas, c'est de mettre le budget là où il y a les plus gros retours sur investissement, et c'est sur les shorts. C'est pas sur le montage d'un épisode ultra quali avec des bêtes de montage full premium, full motion design et tout.
Ça peut aider à terme. Mais au début, c'est les shorts qui font la visibilité, la connaissance du podcast, la visibilité que tu vas offrir aux invités. Tout ça, c'est ça qui se valorise et c'est donc là-dessus où tu as le meilleur retour sur investissement. C'est là où il y a le plus de valeur ajoutée en fait. Ok. Ah oui, je voulais te demander, du coup, bah moi j'ai utilisé un de tes studios de podcast pour le podcast avec Hassan, Mhm. et tu m'as dit que tu en avais d'autres, ils sont où, juste comme ça, à titre indicatif? C'est ceux qu'on Ah, c'est installe tous ceux chez qui... les clients. Ok, Et ok, donc, ok. chez certains clients, il y en a pour lesquels c'est déjà installé, où tu pourrais les retrouver sur notre site. Il y en a chez qui on est en cours d'installation, et il y en a chez qui on est en cours de devis et d'audit et de travail. Et je ne peux pas forcément tout partager. Mais tu en as par exemple un chez une très grosse agence de com qui s'appelle Eskimos, où on a installé un studio de podcast, tu vois, directement dans leur bureau. Et du coup, c'est intéressant pour moi parce que je fais de l'immobilier et ça s'apparente un peu à l'immobilier parce que tu es en général dans des studios que tu possèdes. Est-ce que tu peux partager, pas forcément la tienne, mais en moyenne, ou la tienne si tu le veux, mais en moyenne la rentabilité que peut avoir un studio de podcast, sachant qu'il y a quand même toute une équipe à payer autour. Ouais, mais en fait, c'est un faux bon business, le studio de podcast. Même celui dans lequel on est, tu vois, à Paris, il y en a peut-être une cinquantaine qui ont ouvert. Et un an après, il y en avait déjà une trentaine qui ont fermé. Ok, Donc en fait, créer un studio de podcast en disant que c'est une rentabilité immobilière, c'est le pire problème qu'il peut avoir parce que même si ça peut générer de la demande, en fait, tu ne sauras pas traiter la demande, tu vas avoir des avis une étoile et ton truc il va se plomber direct. Et les gens ils vont plus venir. Et donc c'est ce qui s'est passé pour énormément de podcasts. Aujourd'hui, on m'a proposé d'en racheter plus de 8 des studios de podcast et j'en prends aucun. Parce que moi, ce que j'avais envie en faisant mon studio de podcast à Reims, c'était d'être le premier à Reims, d'en faire un magnifique avec vue sur la cathédrale, sublime pour pouvoir accueillir des clients premium sur tout le nord-est de la France et d'avoir vraiment un service ultra premium avec lesquels on va pouvoir vraiment créer une marque, créer un service, avoir toute l'équipe de post-production qui est derrière, qui est vraiment le socle de notre activité et d'avoir tout ce service-là. Aujourd'hui, juste tu crées un lieu et tu te dis oh, je vais pouvoir le louer 75 ou 100 ou 150 euros de l'heure. Tu vas le vendre 1 heure par jour, 2 heures par jour. Et même si tu mets du marketing et que tu mets 50 euros par lead sur Meta pour essayer de le remplir, et je dis ça d'expérience, hein, avoir eu beaucoup d'autres studios de podcast qui nous envoient leur devis, qui nous envoient leur bilan, etc., pour qu'on les rachète ou qu'on leur propose. Et en fait, il n'y en a aucun qui était rentable. Et la seule rentabilité qu'ils avaient, c'était de pouvoir avoir une espèce d'activité de vidéaste ou de monteur freelance à côté du studio de podcast. Donc, il n'y a pas vraiment énormément de rentabilité. En plus, c'est pas beaucoup valorisable parce que là, tu vois, ici, on est au -1, dans une copro, tu es sous une cave, il fait extrêmement chaud. Il n'y a aucune entreprise qui voudrait s'y poser, mettre ses bureaux dans quelque chose comme ça. Donc, en fait, l'avantage qu'il y a, c'est si tu es quelqu'un comme moi qui fait de la production vidéo, c'est que tu peux avoir des beaux lieux que tu peux décorer toi-même pour pas trop cher. C'est juste que ça te permet d'avoir des bureaux pas trop chers. C'est le très gros avantage du truc. Mais soit tu essaies d'être un vrai gros acteur et tu dis que tu auras la rentabilité plus tard grâce à ton studio de podcast avec tous les autres services que tu offres. Mais quelqu'un qui ouvre un studio de podcast comme ça pour le faire à l'heure, malheureusement, il ne sera pas capable d'être rempli et rentable. J'étais en discussion avec un mec justement dans le sud, proche de Toulon, avec les gens proches de Lille, plutôt en Bretagne, etc. Et puis tous ceux de Paris qu'on a pu rencontrer. Il n'y en a aucun qui tient la route plusieurs années parce qu'ils n'ont pas l'activité de production de contenu long terme qu'on peut avoir nous en tant qu'agence de com. Ils ont essayé juste de faire un studio de podcast parce que c'était très shiny object, très objet brillant, tout nouveau qui vient de sortir et que quand tu vois 150 euros de l'heure, tu dis tiens, je peux faire 4 pièces, 150 euros de l'heure, rempli toute la journée, tu fais tes calculs. Et en fait, les gens, ils ont 1% de taux de remplissage. ok, donc relativement faible, ouais, pour pouvoir, même en autofinancement, pour pouvoir, admettons que tu fasses un studio de podcast un petit et que tu te dises je vais de toute façon m'en servir moi, pour avoir une rentabilité, il faut quand même en tourner des podcasts. En fait, nos clients qui veulent un studio de podcast en interne, Ouais. c'est parce qu'ils ont déjà Leur X podcast. dizaines de milliers d'euros de dépenses en vidéaste par an. Ouais. Et tu te dis, tiens, je dépense 100 000 euros de vidéaste par an. Peut-être que l'année prochaine, je pourrais dépenser que 25 000 euros de studio de podcast par an et investir 75 pour que dans 12 mois ou dans 24 mois, ce soit rentabilisé. C'est juste ça. C'est vraiment un outil de réduction de coûts
plutôt qu'un outil d'investissement pour génération de chiffre d'affaires. Ouais, c'est pas vraiment là-dessus que tu vas chercher de la croissance. On pourrait croire comme ça à première vue que c'est une bonne idée, mais effectivement, comme tu dis, dans Paris, il y en a plein. Après, il y a toujours effectivement des exceptions avec des gens qui peuvent sortir du lot, arriver avec des fines marges, avec des ultra process d'optimisation, avec des équipes qui sont pas en interne, avec du matériel qui est pas ultra cher, ultra haut de gamme, et avec du volume, essayer d'avoir une rentabilité, mais ça va faire beaucoup de chiffre d'affaires pour énormément de charges et très peu de valorisation de boîte. Et moi, je suis plutôt un entrepreneur où je préfère faire 10 millions à 80% de marge que de faire 100 millions à 10% de marge. Okay. Parce que je préfère avoir 8 millions dans ma poche et des problèmes d'une ampleur de 10 millions que d'avoir 10 millions dans ma poche et des problèmes d'une ampleur de 100 millions. C'est un peu ma philosophie. Et donc, peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire beaucoup plus de chiffre d'affaires avec des plus hauts taux de marge. Mais les studios de podcast, en tout cas, c'est pas le genre d'entreprise où c'est la panacée, comme on pourrait autant l'imaginer quand on voit les tarifs à l'heure. Ouais, c'est vrai que comme on disait, c'est le faux beau plan. On pourrait croire que, mais merci pour cet échange. J'ai fortement apprécié. Si vous aussi vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup, Loris. Ciao. Salut.